Bonjour Abdel, Bonjour, bonjour Nelson. bonjour James, comment Bonjour James. vas-tu? Je vais bien et vous? Bien, bien, toujours, Moi aussi ça toujours va. aussi un plaisir de participer à ces épisodes d'Hightech Talk. Mhm. Et, Plaisir partagé. On a un autre sujet, donc on se retrouve pour parler de nos magnifiques sujets sur l'industrie. Aujourd'hui, un sujet croustillant. Je pense que on pourra même tourner pendant des semaines, mais euh, il y aura toujours à dire sur ce sujet. ouais. Donc, un projet industriel, par où commencer? Ah, ah. Telle est la question du jour. En d'autres mots, quelles sont les étapes lorsqu'on veut lancer un projet industriel pour maximiser les chances de succès? On a, on va dire, la chance d'avoir eu l'expérience. On a lancé Tech Design, Hightech Design euh, ensemble. Avec Neston, on a lancé Adel Manufacturing. ouais. On a quelque chose à dire. On a de la valeur ajoutée à apporter, je pense. Même si elle est modeste, elle peut contribuer à construire quelque chose de durable. Donc, je vais reposer la question. Par où commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter son futur client, écouter le terrain, vraiment y aller vers faire des interviews, des entretiens, des questionnaires, aller vraiment chercher. Est-ce que votre projet sert à quelque chose? Est-ce que toutes les hypothèses que vous avez fixées avant, est-ce qu'elles sont validées? Est-ce qu'il faut pivoter? Donc il faut écouter le marché. Ok. Moi je dirais qu'il y a, bon, c'est un peu lié à mon expérience personnelle. Il y a deux routes lorsqu'on veut devenir un industriel. On peut devenir entrepreneur industriel au sens de lancer une PME, une entreprise classique, donc aller essayer de créer finalement une chaîne industrielle qui va transformer des produits. On peut aussi devenir industriel euh, en suivant la tendance aujourd'hui dans le monde des startups, en faisant de l'innovation industrielle. Donc, c'est deux manières différentes de devenir industriel. Ouais. Je pense que c'est dit, hein, en tout cas. Il faut, Abel l'a dit, il faut écouter les clients, le marché, l'opportunité marché. Euh, mais de façon un peu plus pragmatique. Demain, un instant je souhaite lancer un projet industriel. Je commence par quoi? Qu'est-ce que je fais? Qui je vois? Qui je sollicite? Comment je monte mon projet? Voilà, comment j'identifie les ressources, comment? Donc, je pense que je vais commencer par le deuxième chemin. C'est celui que je maîtrise le plus, celui de l'entrepreneur start-upper industriel. C'est comme Abdel l'a dit, ça commence toujours par l'identification d'une valeur à apporter. Donc, il n'y a pas réellement de projet, euh, quelle qu'en soit la nature du projet, industriel ou autre, il n'y a pas réellement de projet sans création de valeur. Et la réalité fait que on crée des produits pour adresser des marchés. Et lorsque le marché ne suit pas véritablement, tu n'as rien en réalité. Donc, l'une des premières choses qu'on essaye de faire lorsqu'on est, par exemple, dans le contexte des startups industrielles, c'est assez rapidement d'aller trouver une sorte de validation de marché. Ça peut se faire par des études de marché classiques qu'on peut faire, par exemple, dans les sociétés de conseil. Ça peut se faire par des enquêtes terrain. Donc, une fois que tu as réalisé cela, tu as déjà le sentiment que tu ne vas pas dans le vide. Donc, tu as identifié des cas d'utilisation concrets auprès d'utilisateurs. Donc, tu as quelque chose de plus ou moins solide. Maintenant, il y a en parallèle de cela le développement de ta solution. Donc là, tu vas entrer dans un processus, si tu es sur de l'innovation profonde, de recherche et développement, si c'est sur une innovation un peu plus légère, on va dire peut-être de mise ensemble des éléments dont tu auras besoin pour créer ta chaîne de production. Et donc, dans le contexte des startups, c'est souvent très lent. C'est souvent très lent
et tu as besoin, tout au long de ce développement, du développement de ton projet, d'être accompagné par des institutions financières privées, publiques, d'être accompagné par des structures qui savent c'est quoi lancer des projets, des startups industrielles, parce que c'est un métier assez différent. Donc, juste pour en parler rapidement, par exemple, lorsqu'on veut lancer une startup dans le numérique, ou bien dans la fintech, le produit consiste à développer, par exemple, je vais exagérer un peu, une plateforme. Pour développer une plateforme aujourd'hui, tu as besoin de ton PC si tu sais développer, peut-être d'Internet, de quelques infrastructures, bon, on va dire, liées au numérique, mais finalement, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Donc, ça se teste, ça se développe et ça se teste à des échelles de temps assez réduites. Alors que lorsque tu es dans une startup industrielle, le temps de développement et d'expérience du marché est extrêmement long. Ce qui fait qu'il y a une spécificité bien propre à ce type de startup-là qui fait que les investissements sont déjà risqués et sont assez rares. Si tu prends par exemple, tu regardes la French Tech aujourd'hui, dans la French Tech, il n'y a pas énormément de startups industrielles. De mémoire, il y a peut-être 20, 30 startups dans la French Tech. Non, dans la French Tech, les licornes de la French Tech, il y a une seule qui est une startup industrielle. Donc, ça décrit un peu le climat de financement de ce type de projet-là. Donc, tu fais en sorte d'être accompagné sur ce côté financement. Donc, ce qui implique que tu réussis quand même à développer quelque chose d'un point de vue technique qu'on réussit à éprouver. Donc, une fois que tu as ça, tu entres dans la phase qu'on va appeler de phase pilote. Et à partir de là, tu commences à te rapprocher d'une structure, d'une PMI, bien d'une grande entreprise industrielle assez classique. Donc, tu entres dans la phase d'exploitation. Ok. Je vais revenir sur le point, le premier qui était sur les PME. Généralement, pour les PME, c'est déjà comme on disait, on écoute le marché. Après, ce que tu as décrit, Netson, c'est aller de 0 à 1, c'est-à-dire de chercher à se différencier au niveau des startups. Il faut avoir un différenciateur. Maintenant, et généralement, ce qui se passe pour les petites et moyennes entreprises, c'est avoir un lancement progressif. C'est ce qu'on appelle le lean startup. C'est-à-dire, on développe, on teste et on récupère le feedback et on ajuste jusqu'à ce qu'on a un produit fini, jusqu'à ce qu'on a une solution qui est adéquate ou bien un service qui est adéquat à ce que le marché attend. Et donc, une fois qu'on a ça, il faut y aller. Donc, on a en quelque sorte prouvé à la fois la faisabilité technique et la faisabilité business. Et il faut y aller creuser loin et voir enfin, construire ce qu'on appelle le business plan et venir de se dire, bah, qu'est-ce que j'aurais besoin comme équipe autour de moi? Si j'ai les financements, probablement j'aurais besoin de l'équipe qui connaît le métier. Et inversement, chaque business, je pense, il faut avoir. De toute façon, c'est un débat que j'ai, que ce soit avec James ou bien avec des amis, c'est qu'il faut avoir le commercial. Sans le commercial, tu peux pas avancer. Sans l'équipe marketing, tu peux pas avancer. Donc, une fois que tu as toutes les personnes autour de la table, à ce moment-là, tu vas y aller, tu vas voir, tu vas analyser tes risques, tu vas voir les barrières à l'entrée, enfin, euh, doit, si quelqu'un d'autre doit faire la même chose que ce que tu fais, euh, comment, comment tu arrives à te différencier ou bien comment tu assures que tu restes toujours compétitif. Donc, une fois que tu bâtis, de toute façon, je pense qu'on va détailler les parties de business plan, que ce soit lors de cet épisode ou dans les prochaines. Mais il faut avoir cette méthodologie de se dire sur des faits, sur des données bien chiffrées, de se dire, oui, il y a une opportunité, on peut y aller dans cette direction-là. Ok, tout à fait. Je pense que euh, comment je vais avoir une approche un peu plus opérationnelle. C'est que comment est-ce que derrière je pense déployer un projet, comment est-ce que j'anticipe finalement le fonctionnement. Parce que beaucoup font l'erreur de se dire, j'ai un marché,
Donc, ça veut dire qu'il faut y aller. Maintenant, il y a d'autres contraintes finalement qu'il faut prendre en jeu. Est-ce que aujourd'hui, je maîtrise bien le produit sur lequel je veux aller? C'est la première des choses. Donc, il y a une étude produit quand même qui n'est pas négligeable. Est-ce que le produit, je le fabrique de A à Z? Est-ce que j'achète des parties? Donc, il y a une stratégie finalement qu'il faut mettre en place. Et puis derrière, bah, finalement, une fois que j'ai fait l'analyse de coût par rapport au coût et par rapport à ce que le client est prêt à acheter, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Et s'il fallait y aller, à quelles conditions? Je crois qu'aujourd'hui, l'étape, vous allez peut-être me contredire, hein, mais la première étape finalement, lorsqu'on veut lancer un projet industriel, effectivement, c'est la validation marché. Est-ce que le marché y est? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a surtout dans le projet industriel, est-ce qu'il y a le volume? Ouais. Est-ce qu'il y a le volume? Parce que c'est ça, comme la spécificité de l'industrie. Est-ce qu'il y a le volume? Parce que le volume entraîne la compétitivité au niveau des prix, ça entraîne l'optimisation des achats. Voilà. Il y a quand même cette notion-là à prendre en considération. Donc, j'ai mon marché, je connais mon produit. Donc, je sais finalement fabriquer mon produit ou je sais définir une stratégie hybride entre la fabrication ou l'achat de composants. Je maîtrise les coûts. Donc, j'ai une bonne visibilité sur les coûts que ça va engendrer ces fabrications-là. Et je maîtrise ou alors j'ai une très bonne connaissance de la chaîne d'approvisionnement de la matière première. Donc, souvent, on se dit, j'ai le budget marché, j'ai le budget pour les équipements, j'ai la méthodologie, mais est-ce que derrière, tu as les acteurs fiables, tu as sécurisé ta supply chain? Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'auras pas des ruptures de matière première? C'est tout ça finalement qui vont permettre derrière d'apprécier dans la globalité un projet, parce qu'il suffit que la matière coûte, l'achat n'est pas assez optimisé, bah, on a la rentabilité du projet qui s'écroule. Ouais. Ou alors, il suffit qu'un fournisseur, qu'on ait une certaine dépendance à un fournisseur qui arrête, par exemple, l'activité, je dis n'importe quoi, ou on peut avoir des crises telles que le Covid, où voilà, la supply chain est reconfigurée, mondiale reconfigurée. Bah, qu'est-ce que je mets en place finalement pour assurer la pérennité de l'activité? Donc, il y a ça à prendre en considération. Est-ce que je suis sur quelque chose qui est une matière qui est risquée? Est-ce que l'approvisionnement on va dire, dépend surtout de la supply chain internationale ou si c'est du local? Il faut prendre en considération tout ça. Parce que moi, je suis convaincu, pour mieux vendre un produit industriel, il faut savoir bien acheter sa matière première. Donc, ça, on met finalement dans toute la partie préparation, on met sur la table. Et puis derrière, bah, il faut penser l'opérationnel. Euh, Comment est-ce qu'on travaille au quotidien? Comment sera organisée l'activité? Qui fait quoi? À quel moment? L'organisation, les procédures. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Il y a beaucoup de porteurs de projets. Je pense même j'ai été disant, on a eu le sujet. C'est que quand tu es au démarrage, bah, tu n'as pas le recul nécessaire. Voilà, tu veux grandir, mais la croissance est en train d'être de certaines contraintes qui fait être capable quand même d'anticiper Ouais. pour pouvoir limiter finalement les frais. Je pense ça, ou en tout cas ça, je le dis comme ça c'est beaucoup plus pragmatique parce que c'est quelque chose qu'on a vécu. Donc c'est quelque chose où finalement on s'est retrouvé. Je Ouais. parle du character design. Et après juste, pour moi, il y a oui, c'est pragmatique. Il y a un peu de, on va dire, de l'idéal là-dessus, mais je pense que aussi il faut à un moment donné, il faut se lancer. Il faut se lancer. Il y a pareil, enfin, il y a d'autres entrepreneurs qui n'ont jamais commencé. Ils ont juste le titre entrepreneur, mais ils ont jamais commencé. Parce qu'ils attendent que tout soit parfait, ils attendent qu'on a mis tout en place et tout pour commencer. Alors que je pense, James, on l'a essayé et que on sera déjà, de un, on sera jamais satisfait des standards qu'on met. À chaque fois, on change nos standards et donc on commence jamais. Et forcément, quand on commence, il y aura des aléas et il faut juste avoir assez de recul pour se dire, bah oui, je me suis trompé sur ce point-là et je vais l'ajuster après. Ou bien je mets un plan d'action pour l'ajuster. Parce que pour moi, après, attendre jusqu'à ce que tout soit parfait, ça n'arrivera jamais déjà. Et de deux, on commencera jamais. Donc voilà un peu l'approche. C'est vrai, il y a du pragmatisme, il y a de l'idéal aussi, donc il faut vraiment garder le juste milieu.
je Ouais, pense. tout à fait. Je ne sais pas, Nelson, ce que tu en penses de ton côté, mais voilà, dans le monde des startups surtout, comment ça se passe? Enfin, moi, je suis très d'accord avec quelque chose que tu as décrit. Et vous allez remarquer, depuis qu'on parle, on n'a pas évoqué un mot ou bien une expression qui revient toujours lorsqu'on parle de lancement de projet, c'est le business plan. C'est finalement le business plan, on va le voir comme c'est un document qui va nous permettre d'accéder ou sur lequel on a prouvé que notre projet, c'est le projet du siècle. On va aller auprès des banques pour demander de l'argent. Et on n'en a pas parlé parce que justement, c'est beaucoup plus complexe que ça, le sujet. Et c'est dans l'opérationnalité de la chose que tu vas peut-être rencontrer des défis que tu n'avais pas prévus, valider ou infirmer tes hypothèses. Et c'est un peu différent dans le monde des startups. C'est un peu différent parce que dans le monde des startups, euh, on, en fait, il y a une très grosse composante du travail qui consiste à créer ta solution. Donc, souvent, lorsque tu lances une solution innovante, industrielle, en fait, parfois, tu ne sais même pas encore toi-même si tu vas réussir à la développer. Tu sais sur la base de principes, de prototypes à échelle réduite, que ouais, ça a l'air de marcher, la promesse, c'est ça, mais je suis obligé de te lancer dans le truc et puis essayer de progresser de petit à petit. Donc, très souvent, ça ne marche même pas, tu ne réussis pas à développer ta solution. Quand tu réussis, voilà, cette fois-là, maintenant, tu entres dans la phase de, d'exploitation. Ou encore, les sujets que vous venez d'évoquer existent et ils vont se poser encore de manière très, très sérieuse. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, effectivement, il faut y aller. Dans tous les cas, faut y aller. Mais pour une personne qui nous écoute, clairement, il s'est dit, bah, ok, si j'y vais, moi, le tir en nous écoutant, c'est de minimiser aussi les risques. Donc, qu'est-ce que je dois éviter de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour y aller? L'idée, ce n'est pas de construire un cadre idéal avant d'y aller, Ouais. mais de se dire, bah, que l'étape 1, c'est de maîtriser mon marché, l'analyse de marché. Il y a l'opportunité business, il y a il y a un besoin qui est là, je maîtrise mon produit. Donc, je connais mon produit, je sais comment le fabriquer. Je sais euh, réunir les compétences derrière pour le fabriquer. J'ai les outils pour déployer mon projet de façon opérationnelle. Parce que finalement, l'idée, c'est de se dire, bah, en nous écoutant, il ne faudrait pas que les gens fassent les mêmes erreurs que nous. On a fait des erreurs Effectivement. quand même. On a fait des erreurs, il ne faudrait pas que les gens fassent les mêmes erreurs. Et du coup, c'est de leur dire, écoutez, tu as ton étude de marché, tu dois maîtriser ton produit. Tu dois maîtriser ton produit. Tu dois maîtriser qui sont tes fournisseurs et sécuriser ton approvisionnement. Tu dois, parce que tout ce qu'on a dit, euh, euh, on ne voit pas beaucoup, en fait, les composants opérationnels d'activité. Tu dois anticiper si ton besoin en fonds de roulement. L'industrie aujourd'hui, c'est financer le stock. Il y a le sujet de financement de stock. Et souvent, on dimensionne des projets, on n'anticipe pas souvent sur le besoin en fonds de roulement, notamment dans le cas d'une entreprise qui va croître rapidement. Surtout dans notre contexte, on reprend encore le contexte africain où le financement n'est pas forcément évident. Donc, tu peux avoir une activité qui génère du chiffre, mais avoir des difficultés à faire financer ton activité. Et ça, c'est quelque chose qui est réel, qu'il faudrait, dans la mesure du possible, être capable d'anticiper. Je pense Je pense ce qu'on fait, enfin, généralement, que ce soit accompagné d'un business plan, c'est un prévisionnel, c'est de la finance à macro et donc on voit on va dire l'effet surface. OK, ben, je dépense ce temps pour gagner tant et avec une marge. Mais là où il faut y aller peut-être et là où je te rejoins, James, c'est qu'il faut y aller dans les détails pour dire, ben, semaine par semaine ou mois par mois, comment ça se passe, comment en fait que ce soit ma trésorerie, comment vraiment ça se passe au niveau opérationnel quand on arrive au mois par mois. Et c'est à ce moment-là où peut-être il y aura des besoins de fonds de roulement, il y aura vraiment des composants, comment on optimise, on s'assure que le flux soit le plus lisse possible et et on anticipe que ce soit des dépenses ou on anticipe aussi des revenus et comment on augmente la capacité quand il y a une forte croissance. Donc, je pense accompagné d'une finance macro, il faut y aller dans les détails aussi quand on construit notre dossier ou bien notre business plan. Ouais. Oui, parce que en soi, en fait, je veux dire, l'industrie, ce n'est pas j'achète la machine, des équipements et je lance, c'est qu'il y a une méthodologie, il y a des règles.
il y a des optimisations à faire dans la logique de compétitivité. Il y a des erreurs qu'on peut éviter dans la gestion opérationnelle. Euh, Aujourd'hui, les clients sont de plus exigeants. Il y a des sujets de personnalisation de produits qui parfois viennent sur la table des industriels. Bon, il y a une série en fonction de son produit, hein, en fonction de son positionnement, qu'il faut être capable d'anticiper une certaine échelle. Donc, si je reprends encore l'exemple d'Hightech Design, où on sait par exemple, nous, dans notre cas, le sujet des achats, c'est un sujet critique pour notre activité. Il faut diversifier finalement l'approvisionnement. Il faut aller chercher de la compétitivité au niveau des prix. Il faut être capable de financer son besoin en fonds roulement. Euh, il faut être capable d'assurer un certain niveau de compétence des salariés. Donc, sur des technologies, par exemple, qu'on va utiliser. Donc, en fonction du secteur d'activité, on aura besoin de compétences. Il faut être capable d'assurer, d'anticiper le turnover, les départs, les ressources clés critiques. Plus on a du recul par rapport à ça, mieux on est préparé finalement par rapport au déploiement du projet, quoi. Je pense que... Et je vais revenir à un point qu'on a cité au début, c'est que n'ayez pas peur d'être entouré des personnes qui connaissent mieux que vous certains sujets. Parce qu'il y a des entrepreneurs où ils ont la tendance de se dire, bah, il faut que ça sera moi qui maîtrise tout au sein dans une pièce. Et ça, c'est un grand problème en fait. Il faut pas avoir peur d'être entouré, d'avoir toutes les expertises mieux que nous. Et un entrepreneur, son rôle, c'est d'être le chef d'orchestre en fait. C'est de coordonner les efforts de tout le monde en fait et surtout de les canaliser. Parce que si on n'a pas les personnes compétentes autour de la table, on commettra en fait, on fera en fait des erreurs qu'on aurait pu éviter. Ouais. Donc, voilà. Il y a quelque chose que tu as soulevé, James, un mot que je vais retenir finalement, et qu'on oublie souvent lorsqu'on se lance dans des projets industriels, bon, surtout industriels, c'est l'aspect réglementaire. Euh, c'est c'est pas valable seulement pour le consommateur qui, lui, il a l'obligation de se rassurer que ce qu'on lui met dans le panier, finalement, c'est quelque chose de bon pour lui. Mais pour un entrepreneur, c'est une contrainte qu'il ne faut absolument pas négliger. Je vais prendre l'exemple. J'ai une méthode de transformation de l'huile de palme en huile, en crème pour la peau. euh, qu'on connaît depuis des années, je sais pas, dans mon canton, et je veux en faire quelque chose d'industriel. Ce serait une erreur de se lever et dire qu'il suffit de convertir la méthode de fabrication que je connais sans s'assurer qu'en réalité, elle respecte telle réglementation. Enfin, ça peut souvent sonner comme une sorte de dissonance chez beaucoup, surtout dans notre contexte, parce qu'on se dit que, mais si on a toujours fait comme ça, techniquement, ça le fait, donc ça passe. Et pourtant, ce n'est pas forcément ça. On va dire que la réglementation n'a pas tendance à fléchir sur les habitudes. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, il y a un cadre réglementaire en fonction de l'activité. C'est des trucs qui sont qui peuvent être plus ou moins stricts. Donc, ce qui est valable dans l'agroalimentaire n'est pas valable dans l'automobile, n'est pas valable dans l'aéronautique. En termes de rigueur, donc la consommation alimentaire, souvent très rigoureux. Euh, donc, moi, demain, si par exemple, je fabrique des potes, donc, je n'aurai pas le même niveau de contraintes, d'exigence finalement sur mes produits et sur mes process, quoi. Je pense qu'effectivement, il y a de toute façon, dans l'analyse business plan, normalement, si un business plan est bien fait, c'est des études, finalement, c'est une composante, finalement, du business plan, finalement. Dans l'analyse du paysage, l'analyse concurrentielle, que tu prennes l'analyse, quand tu fais, que ce soit pastel, normalement, quand tu fais l'analyse pastel, ça te permet derrière, comme ça, d'identifier des sujets comme ça, qui peuvent être critiques pour ton activité. Parce que tu peux avoir une usine, un produit qui sort, mais tu es fermé du jour au lendemain parce que tu ne respectes pas les réglementations. Ouais. Donc là, Et quand on parle de réglementation, c'est pas que
par rapport à nos clients externes et tout, mais aussi par rapport à nos process en fait internes. C'est-à-dire qu'on a pour industrialiser un produit, on passe par différents process. Mais si un des process, on utilise que ce soit des matières, que ce soit des produits qui sont nocifs à la santé, par exemple de nos salariés, on respecte pas aussi la réglementation. Donc il faut le voir à la fois en termes externes et aussi internes à l'entreprise. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense que le sujet de par où commencer, je pense que c'est un sujet euh, qu'on peut développer point par point. Il y a beaucoup à dire. Donc, Ouais. moi, je pense que s'il fallait retenir, si je résume un peu notre discussion, s'il fallait retenir quelque chose de cette discussion, c'est que bon, avant de se lancer, il faut maîtriser le produit qu'il faut, son marché, le besoin. Est-ce qu'il y a réellement un besoin? Parce qu'on ne produit pas pour bouffer beau. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Je vais faire de la production industrielle, donc ça veut dire du volume. Est-ce qu'il y a un besoin en volume? Est-ce que j'adresse un marché, il y a du volume? Parce que les machines, les investissements industriels, ça coûte. C'est des investissements, il faut amortir. Donc, ta machine doit tourner. Donc, voilà. Ça doit, on dit, ça doit manger, quoi, la machine. Et derrière, prendre en compte le contexte donc, réglementaire, le contexte juridique par rapport à l'activité, anticiper sur l'opérationnel, les compétences. Et donc, on n'a pas beaucoup développé comment est-ce que je distribue mon produit, la distribution, comment ça se fait, comment est-ce que je réussis justement à créer un circuit de distribution, comment est-ce que j'anticipe sur la croissance de mon activité, sur mon financement, le financement au quotidien, dans notre contexte, bien évidemment, mais quand c'est des acteurs que je dois avoir auprès de moi, si je veux assurer justement la pérennité de mon activité. Je pense que globalement, c'est ce qui est un peu qui en ressort des discussions. Ouais, effectivement. Non, et si tu Moi, me je pense permets, James, qu'on de partager rapidement une petite astuce, enfin, tu me l'avais évoqué, je pense, il y a quelques années. Lisez les lois de finances de vos pays. Il y a souvent Ouais, de bonnes opportunités industrielles à l'intérieur. ah, tout à fait. ouais. Tout à fait. Tout à fait. Parce que le gouvernement, parfois, ils font un travail qui n'est pas négligeable. Donc, et ça oriente souvent aussi sur la stratégie à déployer. Je pense que c'est important aussi de se documenter sur ce que les gouvernements mettent en place, les orientations justement des différents gouvernements en termes de politique, de financement, politique, par exemple, comme on parle beaucoup d'impôts de substitution, et avec des produits ciblés, parfois il faut pas chercher plus loin que ça. Ouais. Donc on veut remplacer le blé, bah, on importe tel montant de blé, tu as ton marché déjà. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette curiosité à aller chercher, se documenter. Ouais. En définitive, ouais, ça. Ouais. Ok, bah super. Vraiment, je pense que on aura l'occasion de développer davantage, de creuser le sujet point par point, à la méthodologie, l'aspect technique, le business même, d'inviter différentes personnes sur ces thématiques-là, pour aller en profondeur, pour proposer quelque chose de beaucoup plus concret. Mais déjà, ça donne déjà un peu l'image, un peu ou une cartographie de ce qu'il faut être capable d'anticiper les réflexions qu'il faut faire lorsqu'on lance un projet industriel. Effectivement. Donc, c'était un plaisir. Donc, on a eu la composante tech de l'industrie qui a été portée par Nelson. C'est vrai qu'il y a quand même une approche qui est différente en fonction des composantes. Donc, que ce soit tech ou alors un peu plus traditionnel, je pense que c'est une autre façon aussi d'approcher aussi l'industrie qui peut être intéressante. Donc, ce serait un plaisir pour nous de revenir avec plus d'éléments, plus de sujets, plus de contenu pour pouvoir enrichir le débat. N'hésitez pas à nous proposer, à nous solliciter sur des sujets pour qu'on puisse les développer avec Abderrani et Nelson. Parfait. Donc, merci les gars. Merci. Merci bien.